Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Frédéric Ledan, comité régional du tourisme Occitanie, et accompagné de Marc-Antoine. Alors, cette fois-ci, je dis ton nom, de la rue du Camp. J'ai réussi à le mémoriser. C'est ça. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sur le sujet du revenu management, en fait, c'est, alors pardon pour ce terme anglais, ça désigne la stratégie tarifaire en fonction de tout un tas de facteurs que Marc-Antoine va vous détailler. Donc, comme je le disais avant de démarrer, vos caméras et micros sont fermés, mais vous pouvez participer à cet atelier en posant vos questions via le fil de discussion avec le petit bouton converser ou discuter qui est en bas de votre écran. Moi, je vais être le modérateur, donc je vais lire les questions et de temps en temps, j'arrêterai Marc-Antoine dans sa présentation pour lui poser vos questions et il répondra oralement. Et on essaiera de traiter un maximum de questions. Et merci par avance pour votre participation. Je sais qu'habituellement, vous êtes très participatif. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être très, très concret. Marc-Antoine va vous donner des infos vraiment concrètes. Alors, Marc-Antoine est un ex-hôtelier. Il a été fondateur de l'accélérateur Ododo et il a accompagné un grand nombre d'hébergeurs, d'établissements touristiques dans leur performance en matière de web marketing et de commercialisation. Et aujourd'hui, il s'occupe de 10 Hotel Club dont il nous parlera un petit peu plus en détail. Vous savez que c'est un petit peu le deal, hein. L'intervenant vient donner des infos d'une manière très neutre et très objective, mais on lui laisse aussi un petit peu de temps, soit au début, soit à la fin, pour parler de sa solution. On a beaucoup de… Donc, ce webinaire d'aujourd'hui s'adresse essentiellement aux hébergeurs, hein, vous l'avez compris. Hôtels, camping, villages de vacances, on a un peu tout type d'hébergement, mais on a un grand nombre de gîtes et chambres d'hôtes. Et je sais, pour avoir discuté avec certains d'entre vous, que vous craignez que le revenu management ne s'adresse pas forcément à votre cas de figure. Rassurez-vous, Marc-Antoine va s'adapter à ça. Grosse erreur. Il est aussi, il me l'a confié tout à l'heure, il est aussi propriétaire de gîte. Il connaît les problématiques. Alors, même si vous ne vous sentez pas concerné forcément par toutes les infos qui vont être données, il y a toujours du bon à prendre. Et bah, du coup, je vais te laisser la parole maintenant, Marc-Antoine. Juste une Bah, première petite chose, on est enregistré. Vous pouvez voir le replay. Si vous remontez dans le fil de discussion tout en haut, j'ai posté un message avec le lien vers le… Hop, on m'appelle, excusez-moi, avec un lien vers le site du CRT où vous pourrez voir le détail, le programme de tous les ateliers et les boutons, voir le replay. Voilà, je te laisse la parole, Marc-Antoine. merci pour cette intro, Frédéric. Bienvenue à tous. Rassurez-vous que vous soyez un hôtelier indépendant, gérant de maison d'hôtes ou propriétaire de gîte, le revenu management, ça s'applique à vous. C'est même le nerf de la guerre. Parce que vous le savez, dans notre métier, l'argent, le gérer, le faire rentrer et éviter qu'il sorte, c'est le principal. Je vais rapidement me représenter, mais Frédéric a quasiment tout dit, donc ça sera très rapide. Et puis après, on va plonger dans plusieurs thèmes: segmentation, concurrence, prévision, tarification. Et puis après, garder du temps pour les questions-réponses. Je vous précise que ça n'a pas été évident de créer cette présentation pour vous, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et la tarification et les différentes stratégies pour faire sa tarification, c'est un sujet sur lequel d'habitude on forme sur plusieurs jours. Mais j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque je suis à la tête de The Hotel Club, donc puisque Frédéric, tu m'y invites. The Hotel Club, aujourd'hui, a pour vocation de devenir la communauté de tous les hébergeurs touristiques de France et de Navarre, hein. On commence avec la France et puis quelques autres pays. On est sponsorisé par une solution logicielle qui s'appelle Amenities, mais on a toute notre indépendance. Donc, l'énorme avantage, c'est que grâce à ce sponsoring, on a les revenus pour faire du contenu comme ce type de webinar et plein d'autres choses qui, du coup, est mis à disposition gratuitement de cette communauté. Donc, je vous invite à aller sur thehotelclub.com. Vous verrez en bas à droite de chaque slide, il y a le nom de domaine, il y a le site internet, et de vous inscrire sur notre newsletter. Notre newsletter vous permettra d'accéder, par exemple, à la présentation que j'enverrai à tout le monde après via la newsletter, pour que vous puissiez avoir toutes les slides, et puis à toutes les autres choses qu'on vous prépare. Et sur le site internet, vous verrez, il y a des formations e-learning qui sont disponibles pour vous, dont une sur le revenu management. Donc, si après la présentation d'aujourd'hui, vous voulez aller plus loin et faire les exercices pour vous-même, eh bien, vous trouverez tout ça dedans, tout simplement. Et donc, rapidement, donc voilà, ancien hôtelier indépendant, aussi entrepreneur. J'ai créé quelques entreprises, j'en ai vendu certaines, j'en ai planté d'autres. J'ai été consultant, j'ai été formateur, et puis je suis aussi propriétaire de gîtes et j'investis dans l'immobilier en dehors, avec mon temps libre. Allez, on rentre dans le dur. La segmentation. Première chose dont je veux vous parler,
c'est que souvent, quand je pose la question à des propriétaires d'hébergements touristiques, qui sont leurs clients ou qui est-ce qu'ils aimeraient avoir comme client, la réponse que j'obtiens, c'est « Ah, mais moi, tout le monde est bienvenu chez moi ». C'est une erreur fondamentale et ça peut paraître éloigné d'une stratégie de tarification. Et pourtant, la base de toute bonne stratégie de tarification, c'est de savoir à qui est-ce qu'on destine un prix. Et donc, il faut créer des personnages. Des personnages sont des personnages fictifs qui sont créés sur la base de vos recherches. Donc, ça peut être par rapport aux clients qui sont déjà venus chez vous, mais si vous êtes en ouverture, ça peut être par rapport à des hypothèses que vous faites qui doivent représenter les différents types de voyageurs qui sont susceptibles, et bien, tout simplement, de venir séjourner chez vous. Un persona, ça doit être très précis. C'est-à-dire que vous faites littéralement une petite carte d'identité avec là une photo de quelqu'un qui illustrerait ce groupe de clients, son âge, sa nationalité, ce qu'ils aiment faire, quel type d'informations ils regardent, où est-ce qu'ils recherchent pour faire des hébergements, qui est-ce qui décide du budget, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et c'est la première étape. Et donc, les personas, en fait, c'est comprendre les besoins et les comportements des différents groupes de clients que vous voulez cibler. Ça doit être votre cœur de cible. Et après, bien évidemment, vous allez toucher d'autres personnes. Mais ce que vous voulez absolument toucher en premier, c'est ces personnes-là. Et donc, vous allez définir votre stratégie de tarification, donc votre pricing, par rapport à ces différents groupes de clients. Et puis, vous allez le voir dans le cours de la présentation, vous allez adapter ça en fonction d'un certain nombre de critères. Il y en a qui sont tout à fait évidents, comme la saisonnalité, mais ça n'est pas le seul. Donc, voilà un exemple tout simple de ce que pourraient être 3 personnages pour un hébergement touristique. Tout ce qu'il y a de plus classique, des couples, des familles et les gens qui se déplacent pour affaires. Et donc, vous voyez, on va essayer de définir leur âge, un petit peu leur région, leur bassin, de où ils viennent. Et en fonction de où vous êtes situé, ça peut être très important. Ça peut avoir un impact même très fort sur votre pricing. Leur profession, leur salaire, leur personnalité, leurs intérêts, les réseaux sociaux qu'ils fréquentent, etc. Donc, il y a une liste beaucoup plus détaillée dans la formation sur The Hotel Club. Vous pouvez y aller et ça va vous aider en fait à définir quels sont vos personas. C'est un exercice pour vous aider. Et ça, c'est super important. En fait, vous devez commencer par ça. Si vous ne commencez pas par ça, malheureusement, vous fixez souvent des prix par rapport à vos concurrents. Et c'est malheureux parce que vous ne commencez pas par rapport à votre stratégie d'acquisition de clients, puisque c'est ce qu'on doit faire. Or, tout commence par là. Et donc, vous voyez, ensuite, vous allez plus dans le détail. Donc, quels sont les buts du voyage, quelles sont leurs attentes, quelles sont éventuellement leurs frustrations, quelles sont leurs préoccupations. Et tout ça, ça va vous permettre, quand vous allez commencer à réfléchir à vos actions commerciales, et puisque de toute façon, la tarification en fait partie, vous allez pouvoir réfléchir par rapport à cet interlocuteur et vous mettre dans ses chaussures. Une des plus grosses problématiques que j'ai vues ces dernières années en vous accompagnant, c'est que très souvent, vous créez votre tarification et vos offres commerciales par rapport à votre paradigme. Et vous n'êtes pas votre client. Alors, je vois déjà qu'il y en a qui me parlent de pour le gîte, c'est plus difficile. Non, ce n'est pas plus difficile. Et on va avoir l'occasion d'en reparler. Et je vais prendre beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions. En fait, un hébergement touristique, que ce soit un gîte, des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtel, fonctionne peu ou prou de la même manière. Certaines choses vont varier, entre autres le nombre de nuitées minimum. Et après, la distribution. Mais en essence, c'est exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai un gîte de groupe dans la Sarthe, pas très loin du circuit des 24 heures du Mans et pas très loin du zoo de la Flèche. Je sais très bien qui sont mes personnages. Et je sais très bien qu'en fonction de certains jours de la semaine, par exemple entre week-end et semaine, en fonction des vacances scolaires ou pas, en fonction des événements qui ont lieu sur le circuit des 24 heures du Mans, au Mans, etc., j'ai différents personnages et je ne vais pas du tout faire les mêmes prix. Et ensuite, bien évidemment, avec le temps, j'ai appris à connaître les cycles de réservation. Et si je sais que pour l'été, les gens ils commencent à réserver en février, eh bien en février, les prix qu'ils peuvent trouver pour mon gîte, c'est les prix pour l'été. Et tout ça, ça se travaille et ça fait partie de la tarification. Donc, encore une fois, que ce soit pour des chambres, pour des gîtes, pour des cabanes perchées dans les arbres, on applique exactement la même chose. C'est juste qu'après, on va être plus ou moins granulaire. Il est évident que ceux qui ont des hôtels indépendants ou qui ont une maison d'hôtes et qui veulent vraiment le faire de manière super professionnelle vont essayer d'adapter leur tarification de manière dynamique, quasi
hebdomadairement, voire quotidiennement en fonction du nombre de chambres, alors qu'en gîte, on va plutôt planifier pour la saison prochaine en fonction des critères que je viens d'énoncer et de ceux qu'on va voir. Et puis, on va faire quelques modifications au fur et à mesure de la saison. On va faire un gros bilan en fin de saison et puis on va recommencer. Votre objectif, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il faut vendre la bonne chambre ou le bon gîte au bon prix, au bon moment et au bon client. Et le bon moment est super important puisque, encore une fois, il y a des cycles de réservation et il se peut qu'on est en février et il se peut que votre gîte, les gens réservent en ce moment pour la Saint-Valentin parce qu'ils veulent faire un truc en famille ou en couple, etc. Mais il est peut-être également possible qu'ils ne réservent pas pour la Saint-Valentin. En fait, ils s'en fichent, votre produit n'est pas adapté pour ça, mais ils réservent, par exemple, pour les vacances de Pâques pour être en famille. Auquel cas, votre prix, votre communication, etc., votre stratégie tarifaire doit être adaptée par rapport à ce cycle. Hein, c'est vraiment super important. Et donc, une fois que vous avez adapté ça, en fait, une fois que vous avez compris, donc je reviens sur vos chambres et vos gîtes, puisque vous l'avez compris, la première chose, c'est vos personas. Et la deuxième chose, ce sont vos logements. Et donc, vos logements, il faut que vous puissiez les segmenter. Vous avez peut-être plusieurs gîtes, vous avez peut-être différentes catégories de chambres qui sont adaptées pour certains personas et pas pour d'autres. Par exemple, si vous avez un gîte de groupe de 15 personnes, il est évident que les couples, ça ne va pas les intéresser. Au contraire, si vous avez un petit gîte avec un espace bien-être, ça va les intéresser. Donc, il faut que vous fassiez une cartographie en fait, de vos personas et de vos hébergements. Et vous dites, OK, ceux-là, ils sont parfaitement adaptés pour ces personas-là. Ceux-là, ils sont parfaitement adaptés pour ces personas-là. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite, quand vous allez faire vos actions commerciales et de tarification, de faire vos tarifs en fonction de qui vous ciblez et puis après en fonction de votre stratégie commerciale. Et pour la stratégie commerciale, je vous invite à voir le replay du webinaire qu'on a fait il y a 15 jours. Frédéric saura vous retrouver ça. Et vos prix, alors c'est super important, c'est pareil, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Vous devez définir votre prix plancher par chambre. Ça, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est important. Et aussi à quel point le prix plancher, ça n'est pas le prix d'équilibre. Je vois énormément de propriétaires d'hébergements touristiques qui font leurs calculs par rapport à ce que ça leur coûte. Et ça, ils fixent leur prix plancher par rapport à ça. Si vous faites ça, vous tombez dans un piège qui est atroce, c'est que vous vendez du prix au lieu de vendre de la valeur. On va en parler tout à l'heure et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, vous devez fixer votre prix par rapport à vos personas, par rapport à leurs attentes, par rapport à leur budget, par rapport au prix psychologique de ce qu'ils peuvent mettre. Et après, vous vérifiez que, bien évidemment, ça couvre toutes les charges que vous devez couvrir, plus du bénéfice, parce qu'on n'est pas là pour faire une opération zéro. Et une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez jouer avec ce curseur et augmenter avec des petites incrémentations pour voir si vous pouvez encore aller chercher de la valeur. Et souvent, la réponse, c'est oui. Voilà, c'est super important. Et donc, je parle pour ça de votre bar. Alors, je m'excuse à l'avance pour tous ceux qui râleront qu'il y ait plein d'anglicismes dans cette présentation. Oui, il y en a plein parce que, eh bien, on est dans une industrie qui est globale et évidemment, beaucoup de ces techniques de revenu management ou de tarification ont été inventées par les Américains. Donc, j'ai repris tout simplement les termes pour que vous puissiez les connaître puisque vous risquez de les voir dans des articles de blog, dans des formations, voire peut-être dans certains logiciels. Donc, le BAR, c'est le Best Available Rate. C'est le meilleur tarif disponible. Et il y a quelque chose qui est super important, c'est que ce meilleur tarif disponible, il ne doit être uniquement disponible pour la réservation directe. Quand je vois qu'il y a encore des gens aujourd'hui en France qui donnent le meilleur tarif disponible, qui le partagent avec les agences de voyage en ligne, Booking, Airbnb, Abritel, etc., c'est une hérésie et il ne faut surtout pas le faire. Donc ça, déjà, si vous voulez commencer par réparer un truc tout simple, si dans votre stratégie tarifaire aujourd'hui, vous avez le même prix sur vos canaux de distribution qu'en direct, qui est le canal de distribution que vous devez favoriser, première erreur que vous pouvez très facilement corriger. Hein, vraiment, vraiment super important. Ensuite, bien évidemment, vous allez devoir segmenter votre distribution. Donc, vous pouvez distribuer via les agences de voyage en ligne, donc les OTA, hein, Online Travel Agencies. Via votre site Internet et son moteur de réservation, c'est le canal le plus important. C'est celui que vous devez favoriser. Alors, la réservation directe, il y a aussi les appels rentrants et les emails rentrants, hein, bien évidemment. Mais l'idéal, c'est d'avoir le maximum qui passe par un moteur de réservation pour que ce soit automatisé et que vous n'ayez pas derrière à faire un travail manuel. Parce que si ça vient par un email, il faut derrière que vous synchronisiez tout. Puis, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur.
Il y a aussi les Global Distribution Systems. Donc, ça ne va pas s'appliquer pour les gîtes et chambres d'hôtes, mais plutôt pour les hôtels. Ce sont des OTA pour les business to business. C'est-à-dire que ce sont, par exemple, des agences de voyage en ligne classiques vont acheter des lots de chambres sur les GDS pour ensuite pouvoir les revendre. Les réseaux sociaux, ça peut être un canal de distribution qui fonctionne très bien en fonction de votre stratégie. Les emails, envoyer des emails à vos clients existants, par exemple, en espérant que vous collectez les adresses email. Ça, c'est un canal de distribution très intéressant. Vous avez aussi les partenaires, en espérant que vous en créez. Exemple typique, vous avez un gîte de groupe et vous avez la capacité de faire décoller des montgolfières dans le jardin du gîte, ce qui est le cas pour moi, par exemple. Eh bien, vous nouez un partenariat avec les sociétés qui font… alors, je ne me souviens plus comment on appelle les pilotes de montgolfières. Je suis sûr que quelqu'un va me mettre ça dans le chat. Mais voilà, typiquement, ça, c'est quelqu'un derrière qui va pouvoir vous distribuer puisqu'il a un partenariat avec vous. Donc, vous allez lui donner de la visibilité, lui va vous en donner. Ça permet de faire de l'acquisition de clients. Il y a les box, Wonderbox et Smartbox. Bon, ça, on pourrait en parler. Je déconseille, très clairement. C'est hors de prix, mais dans certains cas, ça peut avoir un sens en fonction de l'établissement. Il y a aussi les autocaristes, il y a les agences de voyage classiques et il y en a certainement plein d'autres. Voilà. Donc, ce qui est très important, une fois que vous avez fait les aéronautes, merci Patrick, une fois que vous avez votre distribution, vous allez définir quel persona vous allez cibler avec quelle distribution. Il est évident, par exemple, que pour la clientèle affaires, vous n'allez pas mettre le paquet sur Instagram. Non. Par contre, des partenaires comme des comités de direction d'entreprise, ça, oui, ça peut être très intéressant. Ou alors des OTA qui sont spécialisés, oui, ça peut être intéressant. Donc, il va falloir que vous fassiez attention de segmenter, je recommence, vos personas, donc pour pouvoir bien les identifier. Ensuite, vous allez segmenter vos hébergements pour savoir quels sont les hébergements qui vont intéresser quel type de persona. Vous allez pouvoir ensuite segmenter vos prix et votre distribution et pouvoir aligner tout ça. Hein, c'est vraiment super, super, super important. Et donc, un exemple typique, ça pourrait être, voilà, pour les familles, je vais essayer de mettre le paquet sur les OTA, Expedia et Booking, parce que c'est les deux plus importantes en France. Je pense que Facebook, sur certains groupes qui sont spécialisés, ça peut être très intéressant de poster régulièrement certaines offres. Offre, hein, ça ne veut pas dire promotion, hein, ça veut dire montrer ce que je fais. Et puis Instagram, parce qu'il y a des comptes qui sont intéressants de gens qui voyagent. TikTok, éventuellement, pour cibler les ados qui pourraient emmener leurs parents ou influencer leurs parents. Et puis, si vous avez beaucoup de chambres, les GDS. Et puis, les couples, ça pourrait être Airbnb, bon, Booking, Expedia, toujours, Airbnb, peut-être Instagram, peut-être les box. Et puis, les clientèles affaires, ça pourrait être Hotelbed, ça pourrait être LinkedIn, qui est un réseau social spécialisé pour les relations affaires. Et ça pourrait être une bonne base d'email, si vous avez une bonne base d'email. GDS, Sandrine et Nathalie, ce sont les Global Distribution Systems. Ce sont des revendeurs d'hébergement. Donc, ce sont des sociétés qui achètent des nuitées à l'avance chez vous. Donc, vous leur vendez un X nombre de nuitées que eux, derrière, vont revendre à des professionnels. Hein, les OTA, ils vendent en flux direct. C'est-à-dire que vous avez une chambre de disponible, ils la vendent. Les GDS, ils vous en achètent à l'avance et derrière, ils revendent à des agences de voyage en ligne, à des comités d'entreprise, ce genre de choses. Un des plus connus, c'est Amadeus, par exemple. Et dans le plus important, et ce qu'il faut vous retenir, c'est que dans votre distribution, ce qu'il faut absolument mettre au cœur de votre stratégie de distribution et de tarification, c'est votre site Internet. Parce que c'est par là que doit venir 80% de vos réservations. Hein, c'est l'objectif qu'on vise, 80% de réservations directes. Donc, c'est via votre site Internet. Donc, il faut qu'il soit optimisé. Il faut qu'il soit optimisé pour les téléphones mobiles. Il faut que les gens comprennent tout de suite qu'ils vont obtenir le meilleur tarif en réservant sur votre site Internet. Il faut qu'il y ait un moteur de réservation intégré. Alors, donc ça, on pourrait en parler longtemps. Et encore une fois, je vous invite à regarder le replay du webinaire qu'on a fait la dernière fois si vous ne l'avez pas vu, puisque j'en ai beaucoup parlé. Donc, je ne vais pas me répéter aujourd'hui là-dessus. Sachez seulement que une des questions qu'on me pose souvent, c'est « Ah, j'ai un seul gîte, est-ce qu'avoir un site Internet, c'est utile pour un seul gîte ?» Oui, bien sûr. C'est qu'une question de calcul. Si c'est une activité qui est importante pour vos finances personnelles et que vous voulez optimiser à fond le gîte, et bah oui. Si c'est une activité que vous faites vraiment en complément d'une autre activité et vous ne voulez pas y mettre beaucoup de temps, bon, pas forcément. Ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Alors, quelques petites choses à retenir. Bon, choisissez vos personas, ça, je pense que vous avez compris. Segmentez vos différents logements et hébergements par rapport aux personas.
Définissez vos prix planchers. Rappelez-vous, le prix plancher, ça ne veut pas dire le prix équilibre. Ça doit couvrir l'équilibre et plus. Et ça doit être fait par rapport à la valeur que les personas sont prêts à mettre. Et on va parler tout à l'heure de la différence entre valeur et prix. C'est super important. Sélectionnez votre mix de distribution en fonction de vos logements et de vos personas et mettez en valeur la réservation directe. Déjà, si vous faites ça, avant même de rentrer dans comment choisir ses prix, etc., si vous vous posez quelques heures, que vous faites ce travail-là, qui est hyper concret, choisir vos personnes, etc., vous allez voir, vous allez avoir une visibilité beaucoup plus importante et une compréhension bien meilleure de ce qu'est votre tarification, vos clients, etc. Et ça va vous permettre de vous dire, tiens, là, j'ai de la marge de manœuvre, le prix psychologique pour tel persona, il est beaucoup plus élevé que ce que je pensais, et donc, je peux l'augmenter. Vous verrez dans la formation qu'il y a sur The Hotel Club sur le revenu management, donc sur la tarification, on vous explique comment aller chercher le prix le plus haut sans passer la barre du prix psychologique qui ferait s'écrouler la demande. Et donc, c'est quelque chose qui se fait par incrémentation et c'est assez intéressant à faire. Et souvent, on se rend compte, quand on a peur de toucher à ces prix, on a peur que augmenter, ça va faire baisser le taux d'occupation. Et bien, en fait, en faisant ces petites incrémentations régulières, et en surveillant bien évidemment les résultats, c'est ça qui est très important, on se rend compte qu'en fait, on a une bonne marge de manœuvre qu'on n'a pas exploitée. Et donc, en fait, on a laissé de l'argent sur la table pendant pas mal d'années parce qu'on n'a pas osé. Et donc, rappelez-vous cette chose, vous n'êtes pas votre client. Il faut absolument que vous changiez de paradigme et que vous marchiez dans les chaussures de vos clients. Vous n'êtes pas votre client. C'est super important. Et il est très probable que vous ne soyez pas prêt à investir ce qu'eux sont prêts à investir pour venir passer un séjour chez vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Marc-Antoine, est-ce que je peux déjà te poser une petite série de questions qui sont Oui, arrivées? Et puis, est-ce que je profiterai volontiers de ce moment pour partager un sondage? Alors, on a prévu 2 questions. Je vais lancer le premier. La première question, c'est est-ce que vous ressentez un stress à l'idée de fixer vos tarifs? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et puis, pendant que vous répondez, je pose du coup la première question à Marc-Antoine. On a une demande. Est-ce qu'il y aura un topo sur les clientèles par OTA qui ne sont pas forcément les mêmes? Et ça rejoint une autre question de Nadia. Est-ce que si on utilise un channel manager, on peut fixer des prix différents par OTA, puisque le channel manager synchronise les tarifs? Est-ce qu'on peut quand même mettre des prix différents? Alors, il y a deux questions. Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Je vais répondre à la deuxième question. Ça va dépendre des channel managers. Donc, notre sponsor qui est Amenities, par exemple, oui. Vous pouvez, par canal, décider d'augmenter le prix par pourcentage ou par valeur. C'est-à-dire, vous pouvez dire, par exemple, si le prix de votre logement, c'est 100 € la nuitée, vous pouvez dire sur booking.com, je veux que ce soit plus 20% ou plus 50 €. C'est vous qui décidez. Ça peut être en moins aussi. Je ne comprendrais pas du tout l'utilité de faire un moins, mais vous pouvez. Et donc, avec Amenities, vous pouvez le faire par canal. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'une stratégie différente pour Booking, pour Airbnb, pour Expedia, etc. Donc ça, c'est super important de trouver un channel manager qui propose cette option. Aujourd'hui, je pense que quasiment tous la proposent. En tout cas, tous ceux que je connais et que je recommanderais le font. Après, il y a la facilité d'utilisation, le support client, etc. Ça, c'est d'autres sujets. Ensuite, sur la première question, je ne vous l'ai pas préparée aujourd'hui, mais je peux répondre à certaines questions. Ça va pas mal dépendre des régions dans lesquelles vous êtes. C'est pour ça que c'est difficile de préparer un topo par canaux de distribution. Il y a des canaux de distribution, par exemple, comme Expedia, qui sont très efficaces dans certaines régions, voire parfois dans des micro-régions. Je veux dire, par exemple, en région parisienne, il y a carrément des arrondissements dans lesquels Expedia cartonne et d'autres dans lesquels c'est le désert total. Donc, un peu compliqué. Par contre, il y a des grandes lignes. Booking.com, vous avez tout le monde. Grosso modo, vous êtes quasiment sûr de cibler à peu près tout le monde. Du voyageur international, du business, du couple, de la famille, il y a à peu près tout le monde. Après, vous avez des OTA qui sont beaucoup plus spécialisés et qui parfois fonctionnent bien pour certains hébergements et parfois pas. Je pense à Trip and Bike, par exemple, qui cible particulièrement les motards. Bon, voilà. Par exemple, nous, ça a très bien fonctionné puisqu'on n'est pas loin du circuit des 24 heures du Mans, etc. Je connais d'autres collègues, pour eux, peanuts, que dalle, rien, désert complet. Donc, très souvent, ce que je conseille, c'est de tester, en fait. Tester, mais le faire intelligemment. C'est-à-dire que quand vous faites un test, essayez de prendre des notes de votre test et de demander au client, quand vous le voyez sur votre PMS via votre channel manager, de voir
par où c'est rentré, de le noter. Tiens, ça, c'est un motard, il est arrivé par Trip and Bike. Combien j'en ai eu? Suivez un petit peu vos chiffres pour qu'à la fin de la saison, vous puissiez faire le bilan et vous dire, ah tiens, c'était intéressant. Cette année, je me suis inscrit sur Trip and Bike. Il m'en est des clients. J'ai fait du bénéfice par rapport au coût de l'abonnement. OK, je reproduis l'année prochaine. Ou alors, au contraire, bah non, pas intéressant, on arrête tout. Alors, merci. Et donc, cette question-là m'interpelle. Elle fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Entre-temps, on a eu le retour de la première question qui était posée. Les 2 tiers d'entre vous ressentent un petit stress à l'idée de fixer des tarifs et un tiers non, pas du tout. Alors, avant de poser les questions suivantes, du coup, je lance tout de suite le deuxième sondage. Hop. Je vois quelques questions intéressantes, Frédéric. Comme on a un peu de temps, je vais y répondre. Oui, vas-y, vas-y. Anaïs, votre question sur le fait que vous soyez avec un label qui cherche à, évidemment, avoir toutes les réservations qui passent via Logi, eh bien, il faut mettre en place une stratégie de réservation directe. Et alors là, je vous invite vraiment à aller sur The Hotel Club et à suivre la formation qui s'appelle l'accélérateur au dodo, hein, que vous retrouverez dessus, qui vous explique et qui vous accompagne pas à pas et clic par clic sur tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. J'ai vu aussi une autre petite question qui a fait une correction sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et qui est intéressant. Je ne me souviens plus qui c'est, mais qui précisait que sur les GDS, il y a de la vente en flux direct. C'est exact. J'ai dit tout à l'heure que les GDS achètent des lots. Donc, c'est vrai que les GDS font aussi de la vente en direct. Hein, c'est une correction qui est importante de faire. Ceci étant, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent faire. Mais vous avez tout à fait raison. Je ne me souviens plus qui m'a corrigé. Je crois que c'est Philippe tout à l'heure qui demandait aussi est-ce qu'un hébergeur peut te contacter via The Hotel Club pour des Oui, questions? bien sûr. Alors, il est super important pour The Hotel Club que vous vous inscriviez à la newsletter qui est sur notre site internet et je vais vous expliquer pourquoi en 2 minutes. C'est qu'on est en train de construire une communauté qui n'est pas encore active et ceux qui sont inscrits à notre newsletter seront les premiers invités. On a aussi des événements qui vont arriver. Et cette communauté, l'objectif, ça va être de rassembler tous les hébergeurs de France et de Navarre pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse tout simplement s'entraider. C'est quelque chose que j'avais fait avec mon entreprise auparavant qui s'appelait Ododo. Ça fonctionnait super bien et l'idée, c'est de faire ça à une beaucoup plus grosse échelle et aussi d'avoir tous ces événements, donc webinaires et événements physiques. Donc, profitez-en, c'est gratuit pour le moment, parce qu'on a la chance d'avoir ce sponsor qui nous finance. Il y aura peut-être plus tard certaines choses qui seront payantes, mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, vous avez accès à tout ce savoir-faire et à nous. Donc, profitez-en et puis avec plaisir. Hein, si vous avez des questions, une fois que vous êtes abonné sur la newsletter The Hotel Club, on peut échanger, ce sera avec plaisir. Je viens de lancer la deuxième question du sondage. Avez-vous augmenté vos tarifs en 2023 par rapport à 2022? Ça nous intéresse de le savoir. Et pendant que vous répondez, une question technique. Le bar tient-il compte de la commission que paye le client? Vous devriez, absolument. En fait, donc le bar, c'est le best available rate. Quand vous distribuez sur des plateformes, il y a une commission. On va prendre un exemple tout bête, Booking.com, tout le monde connaît, tout le monde déteste ou adore, c'est pas l'idée. Booking.com, en fonction des options que vous avez sélectionnées, va vous prendre 15% de commission, 18, 20, 25. On reprend un truc simple, vous avez un prix de 100 €. Bon. Votre best available rate, c'est 100 €. Maintenant, sur l'OTA, vous ne voulez pas vendre à 100 € puisque ils vont vous prendre au minimum 15%, donc 15 €. Donc, vous voulez vendre au minimum à 115. Et donc, le bar sur cette OTA sur Booking, c'est 115. Et donc, le meilleur prix disponible sur votre site internet et sur votre canal direct, c'est vraiment votre bar à 100 €. Et puis après, vous pouvez avoir un bar par canal. Ok, je partage à l'instant les résultats de la deuxième question du sondage. 68% ont augmenté les tarifs par rapport à 2022 et 32% ne les ont pas augmentés. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose? Alors, je félicite les 68% et je réprimande les 32% qui ne l'ont pas fait. Tout a augmenté. Absolument tout. Il n'y a pas un seul truc qui n'est pas augmenté. Même le coût des pâtes a augmenté. Donc, c'est une aberration que vous ne l'ayez pas fait. Et je sais pourquoi. Hein. C'est parce que très souvent, on n'ose pas. On a peur d'être déjà trop cher. On a peur que si on augmente, il va y avoir moins de demandes et que du coup, on va générer moins de revenus, etc. Donc, c'est une peur qui est légitime, mais elle est très émotionnelle et elle n'est pas factuelle, en fait. Et donc, je vous invite à dépasser cette peur. Et pour dépasser cette peur sans vous faire trop peur, faites-le par petite incrémentation et vous allez voir en fait que vous avez
une zone de manœuvre assez importante. Je vais vous donner un exemple typique. J'ai des appartements que je loue en gîte. On a augmenté de 23%. Ça n'a pas changé d'un iota la demande, voire encore mieux, on a attiré une famille de personas que je voulais attirer depuis longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas et je me suis rendu compte qu'en fait, les prix étaient trop bas pour eux. Et en fait, quand ils regardaient mes prix, ils disaient non, ça ne peut pas être la qualité annoncée parce que le prix ne correspondait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de payer pour cette qualité. Donc, comme quoi, c'est intéressant. Donc oui, absolument, il faut. Allez, on va se plonger dans la concurrence, c'est super important puisque de toute façon, à la fin, j'ai prévu pas mal de temps pour qu'on puisse partager. Alors, si les slides veulent bien, voilà. Alors, première chose à faire avec vos concurrents, un benchmark, un mot anglo-saxon. Benchmark, c'est tout simplement, il faut que vous identifiez vos concurrents et idéalement, vous faites une petite fiche par concurrent. Donc, vous allez les trouver via plusieurs critères. Donc, là, l'endroit où ils sont situés par rapport à vous, Google Maps, vous pouvez les trouver dans les OTA. Vos clients peuvent vous informer aussi. Quand je suis plein, vous allez chez qui ? Ça, c'est une bonne question. Ça va vous dire tout de suite qui est votre concurrent direct pour cette personne-là. Si vous avez, par exemple, en personnel, les hommes d'affaires qui se déplacent pour le travail et que de temps en temps, vous en avez un qui est régulier, vous lui demandez, quand je suis plein, vous allez chez qui ? Et, vous allez tout de suite savoir qui est votre concurrent direct. Vos fournisseurs peuvent aussi vous informer, TripAdvisor, les réseaux sociaux et puis un petit peu de bon sens, une recherche. Donc, faites un benchmark, c'est super important. Ça ne sert à rien de lister tout le monde. Concentrez-vous sur ceux qui sont vraiment vos concurrents par persona. Et si vous listez 2 à 3 concurrents et que vous apprenez à bien les connaître, c'est bien. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir plus. Généralement, plus vous vous égarez, ils ne sont pas si proches que ça de vous, à moins que vous soyez vraiment dans un endroit où il y a une très forte concentration de l'offre touristique. Donc, vous allez regarder plusieurs choses. Le prix, bien évidemment. La distribution. Est-ce qu'ils sont présents sur les mêmes canaux de distribution que vous ? La qualité de service, c'est super important. Ça ne sert à rien de vous comparer à un 2 étoiles si vous êtes en 4 étoiles. Ça ne sert à rien de vous comparer à un gîte de groupe qui peut accueillir 15 personnes si vous avez des petits gîtes qui accueillent de 2 à 4 personnes. Le nombre de logements, évidemment. Et puis le niveau de confort, donc ça va avec la qualité de service. L'emplacement est super important. Et la proposition de valeur qui est le plus important. Alors, si vous êtes sur une proposition de valeur qui n'a rien à voir, même si vous ciblez le même segment, de donner un exemple, vous ciblez les couples et vous, votre proposition de valeur, c'est d'être à un endroit qui est en pleine verdure, déconnecté, pas d'Internet, peut-être avec un espace bien-être, ok, très bien. Alors que les autres que vous pensez être un concurrent, ils sont aussi sur les couples, ils sont pas loin géographiquement de vous, mais eux, ils sont dans l'hyperactivité et ils proposent 50 milliards de choses pour les couples. Ce n'est pas votre concurrent, quoi. Vous ciblez pas les mêmes couples. Donc, c'est intéressant de prendre ça en considération. Voilà un exemple de document que vous pourrez télécharger avec la formation e-learning qui est sur The Hotel Club qui va vous aider. Des petits tableaux comme ça, c'est super utile avec vos concurrents, 1, 2, 3, par persona. Quel est leur nom, leur emplacement, ils sont à combien de kilomètres de chez vous, est-ce qu'ils sont plus facilement accessibles que vous? Est-ce qu'il y a un nombre d'étoiles ou d'épis à comparer, un nombre de logements, prix, leurs notes, leur e-réputation, c'est très important. Les canaux de distribution sur lesquels ils sont présents ou pas présents par rapport à vous, etc., etc. Donc ça, je vous invite à le faire. Ça va vraiment vous aider parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous fixez vos prix par rapport à la concurrence et en vous accompagnant, et Dieu sait que j'en ai accompagné beaucoup, je me suis rendu compte que souvent, vous n'identifiez pas les bons concurrents. Et donc, vous surveillez de près les prix que faisaient des établissements qui n'étaient pas forcément en concurrence directe avec vous. Et donc, c'est super important de commencer par faire ce benchmark. Ensuite, il y a la perception de vos personas. C'est super important. La perception, vous comprenez que c'est quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose de factuel. Donc, vous proposez une offre de service, votre concurrent il propose une offre de service. Comment cette offre de service est-elle perçue avec la tarification qui est proposée en face de cette offre de service? Et ça va être super important parce qu'il se peut que vous soyez concurrent sur certains personas, mais pas sur d'autres. Et auquel cas, si vous êtes le seul autour de vous à cibler un persona que les autres ne ciblent pas, vous pouvez vraiment vous différencier en mettant le paquet sur celui-ci. Évidemment, regardez avant qu'il y ait suffisamment de volume pour que ce soit intéressant. Si vous ciblez comme persona les unijambistes qui ont participé aux Jeux Olympiques de 90,
Ça va être un peu compliqué d'en trouver beaucoup pour remplir vos hébergements. Mais sinon, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Et donc, comprendre la perception, très souvent, ça se fait parce qu'on se glisse dans leurs chaussures, on leur parle. Quand vous avez des clients qui viennent, c'est super important de leur parler. Vraiment, vraiment super important. Donc, vous pouvez demander à votre famille, à vos proches, vos amis, vos clients, comment déjà, eux, ils perçoivent votre établissement. C'est super important. C'est un exercice qui est marrant à faire. Alors, faites-le de manière individuelle, sans demander à un groupe. Et vous allez vous rendre compte que rien que dans votre réseau proche, la perception va être complètement différente en fonction de à qui vous parlez, de leur niveau de vie, de où ils habitent en ce moment, etc. Il est évident que quelqu'un qui habite déjà à la campagne, va pas du tout avoir la même perception d'un gîte à la campagne que quelqu'un qui habite en ville et qui fait métro, boulot, dodo toute la journée. Donc déjà, vous pouvez commencer par faire ça, ça va être super intéressant. Ensuite, bien évidemment, vous faites une veille concurrentielle. Une fois que vous avez fait votre benchmark et que vous avez identifié qui vous devez surveiller, il faut les surveiller. Mais après, il ne faut pas que ça soit une obsession, puisque vous pouvez avoir vos propres stratégies qui fonctionnent très bien et eux également, sans pour autant passer votre temps à regarder ce qu'ils font. L'idée de faire une veille concurrentielle, ce n'est pas d'imiter ce qu'ils font. C'est de vous conforter sur le fait que ce que vous faites est adapté par rapport au paysage concurrentiel autour de vous. Ce n'est pas parce que l'autre il baisse ses prix que vous devez les baisser. Ça se trouve, il baisse ses prix parce qu'il a un taux de remplissage qui est catastrophique et parce qu'il est nul en communication et de manière générale en commercialisation. Alors que vous, c'est votre point fort, vous commercialisez super bien, vous avez un bon pick-up à un mois, par exemple, il n'y a pas de raison de baisser ses prix parce que l'autre, il le baisse. Vous connaissez peut-être beaucoup mieux vos cycles de réservation, lui pas, etc. etc., etc. Donc ça, c'est super important puisque de la même manière que beaucoup d'hébergeurs hésitent à augmenter les prix, beaucoup d'hébergeurs suivent bêtement les évolutions des prix des concurrents par perte de confiance totale dans leur propre stratégie. Et ça, c'est bien dommage. Donc, évidemment, les surveiller pour adapter votre tarification, parce que s'il y a des facteurs extérieurs que vous avez identifiés et qui expliquent pourquoi ils ont baissé les prix, il se peut que ce facteur extérieur s'applique à vous également. Mais ce n'est pas parce qu'il a baissé son prix que vous le baissez, c'est parce que vous avez identifié pourquoi et vous avez fait l'analyse de est-ce que c'est intéressant et est-ce que ça m'impacte également. Évidemment, anticiper les offres, les changements de prix de vos concurrents, c'est intéressant. Ça vous permet aussi, en les surveillant, d'apprendre à vous différencier. Si vous voyez qu'ils sont en train d'adapter, de créer un nouveau service dans leur hôtel, par exemple, vous avez un espace bien-être, eux, ils n'en avaient pas, ils sont en train d'en créer un, il faut anticiper, ils sont en train de venir marcher sur vos plates-bandes, etc., etc., etc. Vraiment très important. Alors, voilà, les critères à surveiller, les périodes pendant lesquelles ils sont pleins, les périodes pendant lesquelles… Alors, comment faire? Parce que souvent, ça, c'est relativement simple. Vous allez sur leur moteur de réservation et vous regardez s'il y a de la disponibilité. S'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont pleins. S'il y a beaucoup de disponibilité, c'est qu'ils ne sont pas pleins. Super important. Périodes pendant lesquelles leurs prix sont élevés. Donc, vous pouvez très facilement, en début de saison, vous allez sur les sites Internet de vos concurrents, dans leur moteur de réservation, vous regardez différentes dates, vous allez voir leur pricing. C'est super, super facile à faire. Regardez aussi attentivement ce qu'ils font en action marketing et publicitaire. Beaucoup n'en font pas. Et beaucoup de gens pensent que ça coûte cher de faire des actions marketing et publicitaires. Ce n'est pas le cas. Il y a plein d'actions qui ne coûtent pas cher et qui, quand elles sont faites intelligemment, peuvent apporter pas mal de réservations directes. Pareil, leur date d'ouverture, de fermeture, voir s'ils ont une période de travaux, évolution de service, etc., etc., etc. Je rappelle que si vous vous abonnez à la newsletter The Hotel Club, vous aurez la présentation PowerPoint, vous la recevrez. Alors, quelques petites choses à retenir. Bon, listez vos concurrents par persona. C'est super important que ce soit par persona. Surveillez-les, adaptez votre offre à la perception de vos personas. Parfois, ce n'est même pas adapter son offre, c'est adapter la manière dont on la présente qui fait une différence. J'ai un petit peu mal à la gorge, donc de temps en temps, je suis obligé de déglutir. Ça m'est déjà arrivé, ça, en conseillant un hôtelier indépendant. Il avait un hôtel près d'Orly, vraiment rien d'exceptionnel, propre, nickel, moderne, assez récent. Et, ça ne cassait pas trois pattes à un canard. C'était un 3 étoiles vraiment pour les gens qui sont en transit. Il avait énormément de clientèle à faire. Et en fait, il ne savait pas comment présenter. Il n'avait pas compris la perception que les gens avaient de son établissement. Et en fait, la force de son établissement, c'est qu'il avait un grand parking qui était super utile à cet endroit-là. Et il n'avait pas ciblé ces personas. Et ces personas, en fait, on s'est rendu compte en épluchant un petit peu tout ce qu'il faisait que c'était vraiment de la clientèle à faire. Et c'était plutôt ce qu'on appelle du middle management, des gens qui sont cadres et cadres supérieurs, qui ne sont pas non plus les chefs d'entreprise, mais qui ne sont pas non plus la cheville ouvrière des entreprises.
Et donc, il a complètement adapté sa communication pour communiquer son offre à ces gens-là, puisque ils ont une perception qui est la leur. Et ça avait super bien fonctionné. Ne copiez pas bêtement, super important, ça je pense que vous l'avez compris. Et puis, différenciez-vous. Et vous pouvez vous différencier à travers votre produit, votre offre, mais aussi à travers votre communication, à travers votre style. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites avec tout ce qui peut rendre authentique, tout ce qui peut rendre en fonction de vos personas sympathiques, puisque bien évidemment, plus vous saurez vous rendre sympathique auprès de vos personas, plus vous allez augmenter ce crédit d'authenticité que vous avez auprès d'eux, et c'est dans ce crédit que les gens ils vont venir acheter. C'est vraiment super important. Voilà, Frédéric, avant qu'on passe aux prévisions, tu veux peut-être qu'on réponde à quelques questions? Oui, il y a deux questions de Christelle. Alors déjà, par rapport à la concurrence, est-ce qu'il faut étudier que les hébergements similaires? Par exemple, est-ce qu'une chambre d'hôte ne doit étudier que d'autres chambres d'hôtes ou est-ce qu'un hôtel peut aussi être un concurrent? Ah, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut étudier votre concurrence par rapport à vos personas, parce que très souvent, les gens font cette erreur. C'est-à-dire que je suis un gîte, donc mes concurrents sont des gîtes. Pas forcément. Parce que si vos personas, c'est les familles, il se peut qu'il y ait un hôtel à côté, qui ait des suites familiales qui soient super adaptées. Auquel cas, pour ce persona-là et pour ce produit, c'est un concurrent. C'est votre concurrent. Philippe nous demande pour un gîte comment communiquer vers différents personas, vacanciers, professionnels. Ah, très intéressant. Il faut étudier vos cycles de réservation, Philippe. C'est-à-dire que alors, le cycle de réservation, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où la personne réserve et le moment où elle vient séjourner chez vous. En gîte, on a de la chance, très souvent, les cycles de réservation sont longs. Si vous avez un gîte qui est très impacté par la saisonnalité, il est fort possible que dès cet hiver, les gens réservent pour cet été. Mais il est aussi possible que vous ayez de la clientèle affaires que vous arriviez à faire venir pendant l'hiver. Auquel cas, vous ciblez deux cycles de réservation différents. Donc, dans votre site Internet, il va falloir préciser ces choses-là. Il va falloir préciser, vous pouvez tout de suite mettre un encart pour les réservations pour cet été, et puis vous pouvez aussi parler à votre cible, qui est la cible affaires que vous voulez avoir tout de suite maintenant. Donc, il va falloir travailler sur votre communication. Encore une fois, alors là, c'est une autre formation e-learning qu'il y a sur The Hotel Club qui est aussi disponible gratuitement sur toute la partie stratégie de communication qui vous explique comment est-ce qu'on adapte sa communication par rapport à son cycle de réservation sur tous les différents canaux, les canaux directs comme votre site Internet, mais pas que. Il y a aussi les emails qu'on envoie, les emails automatiques qu'on envoie, voire même les WhatsApp et les text messages, et puis après les différents canaux de distribution. Alors, on parlait d'affaires. Clément nous demande pour un hôtel d'affaires, on sort un petit peu du cadre de la stratégie tarifaire. Un hôtel d'affaires, est-ce que la clientèle est sensible aux réseaux sociaux? Oui, LinkedIn. Il y a un réseau social qui est très puissant pour la clientèle affaires, c'est LinkedIn. Il y a même une petite formation qui est très rapide, qui dure 45 minutes sur The Hotel Club, qui vous montre comment, avec un compte LinkedIn que vous soignez, je vous montre comment le faire, vous pouvez automatiser de la prospection auprès des entreprises. Littéralement, c'est-à-dire qu'il y a un petit robot qui demande aux gens, vous lui donnez un certain nombre de critères. Par exemple, imaginons que vous êtes une maison d'hôtes ou un hôtel à Bordeaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir pour le vin, bien sûr. Et que certains des fournisseurs viennent de tels bassins, typiquement région parisienne pour les distributeurs. Bon, donc vous savez que vous êtes à Bordeaux et les gens qui vont vous intéresser pour la clientèle affaires sont des gens qui vont venir de Paris pour venir faire de la sélection de vins. OK. Ce n'est peut-être pas du tout le cas, hein, mais je donne un exemple juste pour illustrer. Bon, il est évident que ces gens-là, vous allez pouvoir les trouver sur LinkedIn. Il va falloir trouver quel est leur titre. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Est-ce qu'ils s'appellent distributeur dans le vin? Je ne sais pas exactement. Il va falloir faire cette petite recherche pour comprendre. Et après, avec ces petits robots, ce que vous faites, c'est que vous lui demandez chaque jour, il va aller chercher des profils qui ont ce titre-là, il va les ajouter, il va envoyer un message que vous avez préalablement personnalisé, il va vous connecter avec ces gens-là et après, du coup, vous pouvez rentrer en contact avec eux, leur envoyer votre offre et puis commencer à créer un portefeuille de prospects, voire de clients pour la clientèle professionnelle. Ok, alors il y a d'autres questions intéressantes. Edwige nous demande si c'est intéressant de parler de demi-pension pour une chambre d'hôte. Alors, la demi-pension, c'est une stratégie de tarification intéressante. Il faut voir si elle est adaptée, à quel persona elle est adaptée dans votre stratégie tarifaire. Elle n'est peut-être pas forcément pour tout. Elle s'applique peut-être avec une saisonnalité. Par exemple, dans la micro-saisonnalité, peut-être pour les jours en semaine, pas les week-ends.
Ou pas, peut-être l'inverse, hein, ça se trouve, c'est l'inverse parce que c'est totalement différent, j'en sais rien. Il se peut aussi qu'il y ait des périodes de l'année où vous ne pouvez pas l'offrir parce que ce n'est pas rentable, parce que de toute façon, les gens sont prêts à venir séjourner chez vous et aussi manger chez vous. Et puis, ça dépend de où vous êtes situé. Si vous faites, par exemple, restauration sur place, imaginons que vous êtes une maison d'hôte avec table d'hôte, ou vous êtes un hôtel avec un restaurant, et qu'il n'y a pas un restaurant dans un rayon de 20 bornes, ne faites pas demi-pension. Les gens, ils ne vont pas avoir le choix que de manger chez vous. Donc, il faut qu'ils mangent à la carte. Ce sera beaucoup plus rentable que si vous leur faites demi-pension. Maintenant, tout dépend encore une fois de la perception de vos personas. Si vous êtes sur une clientèle, j'avais eu par exemple à une époque un appartement que je remplissais très bien avec les ouvriers qui venaient faire la fibre dans la région dans laquelle c'était. Bon, eux, ils ont un budget qui est donné par l'entreprise. Ils bossent comme des chiens toute la journée, par tous les temps. Quand ils rentrent, ils n'ont pas envie de courir à droite et à gauche, quoi. Et donc, évidemment, ils étaient super contents d'avoir un service de restauration avec les mini-frigos et les trucs tout prêts, etc. Ils n'avaient plus qu'à passer au micro-ondes. Et là, c'était intéressant pour moi de ne pas le comprendre dans le prix parce que je savais de toute façon qu'ils allaient avoir la flemme d'aller ailleurs. Hein, oui, donc il faut se pencher, en fait, vraiment, il faut y réfléchir à votre stratégie pour adapter votre offre et tout ce que vous proposez. Et il faut que ça ait un sens. Et puis après, vous testez une hypothèse, vous vous donnez une date limite pour analyser les résultats de cette hypothèse. Et puis, une fois que vous avez analysé les résultats de cette hypothèse, vous pouvez prendre une décision. Est-ce qu'il faut continuer sur cette stratégie? Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Est-ce qu'il faut l'arrêter, etc. Ok. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. J'ai peur de ne pas arriver. Alors, ce que je propose, c'est on va continuer sur la présentation et éventuellement, si vraiment il y a énormément de questions, ce qu'on pourra faire, je ne sais pas si Frédéric, éventuellement, ça peut se faire, mais on pourrait se faire un autre petit call où on répond juste à toutes les questions sur ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui passionne tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut organiser même avec Ziotech Club. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu sur la présentation. Ok. Je vais regarder Ok, je note quand en même termes de toutes les temps. questions parce qu'il y en a beaucoup, elles sont vraiment toutes intéressantes. Donc, je les note quand même et on va essayer à la fin de ce webinaire, si on arrive à se garder quand même 10 minutes pour faire des réponses courtes et essayer de répondre à un maximum de personnes. Mais je te Oui, laisse continuer. ouais, ça marche, ça marche. Allez, on rentre dans les prévisions. Idéalement, on aimerait pouvoir savoir ce qui va se passer demain, mais on ne sait pas. On a, ceci dit, quelque chose qui est très intéressant, c'est les données passées, toutes les réservations qu'on a eues dans le passé. Et c'est généralement un très bon indicateur de ce qui va se passer dans le futur, sauf période exceptionnelle comme le Covid qui a foutu tout en l'air. Mais de manière générale, c'est un très bon indicateur de votre performance à venir. Donc, étudiez bien votre performance passée, parce que ça va être un indicateur précis, assez précis, de ce que vous pouvez espérer en termes de demandes dans le futur. Si vous aviez beaucoup de demandes l'année dernière au mois de février pour la Saint-Valentin, la probabilité que vous en ayez beaucoup cette année pour la Saint-Valentin, si l'environnement micro et macroéconomique n'est pas particulièrement changé, est très fort. Donc, il faut que vous surveillez vos KPI, vos Key Performance Indicators, vos indicateurs clés de performance. Et donc, ça va être votre taux d'occupation, ça va être votre revenu par chambre, bref part, ça va être votre pick-up. Le pick-up, c'est ce petit rapport que vous tenez qui vous donne le taux d'occupation à venir. Par exemple, demain, je suis à 50% de taux d'occupation, des réservations qui sont déjà faites. Mon pick-up est de 50% pour demain. Dans un mois, il est à 30%. Mon pick-up à 30 jours de maintenant, il est de 30%. Ça, c'est un truc que vous devriez suivre au jour le jour. C'est super important. Moins pour les gîtes d'ailleurs que pour les chambres d'hôtes et les hôtels, mais quoique pour les gîtes, le pick-up, il est super important parce que si vous savez que d'habitude, allez, à la fin du mois de mars, vous avez bouclé tout votre été, toutes les réservations sont faites et que là, vous regardez votre pick-up, vous êtes mi-mars et vous êtes qu'à 20% de taux d'occupation pour l'été, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et puis votre ADR, c'est votre Average Daily Revenue et donc ça, c'est super important également. Donc, avec ces données passées, en fait, ce que vous allez faire, oui, il y a un lexique, Nadine, des acronymes, parce que je vois la question. Quand vous allez sur Ziotech Club, dans la formation, il y a tout. Je ne pouvais pas malheureusement aujourd'hui tout vous mettre sur la présentation, sinon on y serait encore demain, mais vous verrez dans la formation sur le revenu management des Ziotech Club, il y a le petit lexique avec tout ce qu'il faut. En fait, les données passées elles vont vous permettre de créer ces courbes de la demande. Donc, vous voyez que là, par exemple, la courbe bleue, il y avait un énorme pic de la demande pour cet hébergement pendant juin, juillet, août, alors qu'il y avait beaucoup moins pour les autres hébergements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire vos courbes par rapport à vos catégories d'hébergement. Alors, si vous avez 2 gîtes, c'est simple, vous faites pour chaque gîte. Mais si vous avez un hôtel avec une catégorie, les suites juniors, les simple, etc., ne le faites pas par chambre, faites-le par catégorie.
hein, puisque de toute façon, votre stratégie de tarification, vous allez la faire par catégorie de chambre. Et donc là, moi, c'est relativement simple, hein. Je vois ça donc, sur les chiffres de l'année dernière. Je sais que je peux anticiper certains pics. Et je vois qu'il y a un pic qui est intéressant. Tiens, en novembre, par exemple, j'ai un pic de demande. Ce serait intéressant de savoir pourquoi et de voir si c'était un one-off, désolé pour ça, pour l'anglicisme. Est-ce que c'est un événement ponctuel qui s'est passé l'année dernière qui ne va pas se reproduire cette année? Par exemple, tiens, en novembre de l'année dernière, il y a eu un énorme concert, mais ce concert, il ne se reproduit pas cette année. Bon, ben, je ne vais pas augmenter mes prix cette année et le mettre au maximum par rapport à la demande maximum, puisqu'il n'y aura pas cette demande cette année. Hein, vraiment super important. Et ça, vous verrez, pareil, hein, dans la formation, il y a le petit, il y a le Excel dans lequel vous pouvez mettre vos propres chiffres, etc. Donc, ça vous facilite pas mal la vie. Et donc, il faut, grâce au passé, vous avez plus ou moins une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et puis, vous devez anticiper le futur. C'est-à-dire que je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal et d'être Madame Irma, mais faites-vous un calendrier, des jours fériés, des périodes de vacances scolaires, des gros événements qui vont impacter votre demande. Cette année en France, il va y avoir la Coupe du monde de rugby. Yes, en espérant qu'on la gagne enfin. Et bien peut-être que vous n'êtes pas très loin d'un stade. Et comme il va y avoir énormément de demandes, même si vous êtes à 40-50 km, peut-être qu'il y aura de la demande. Il va falloir essayer de juger ça. Il y a aussi évidemment la météo, hein. Vous connaissez, bon, même si parfois c'est un peu, ça varie énormément, mais il y a les grandes tendances météo. Ça impacte évidemment le futur. Si vous voyez que la météo le week-end prochain est radieuse alors qu'il était prévu qu'elle soit nulle, on est en plein hiver, il y a un week-end de printemps à 20 degrés, vous augmentez les prix, hein, parce que c'est sûr que ça va se remplir. On est en France, donc les mouvements sociaux, grèves, etc. à prévoir, bien évidemment. Ouverture et fermeture de concurrence, super important, conflits, catastrophes naturelles, Covid, guerre, etc. Hein. Donc ça, pareil, il y a une liste beaucoup plus détaillée à l'intérieur de la formation sur The Hotel Club, mais essayez de vous faire quelque chose comme ça pour anticiper le futur. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment bien le faire digital, avec un calendrier, par exemple, Google, où vous mettez des alertes. Par exemple, sur un calendrier Google, c'est pas mal parce que quand vous mettez un événement, vous pouvez mettre une alerte X jours avant l'événement. Donc, si vous voulez être alerté un mois avant tel événement pour revoir votre pricing, vous pouvez. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont vraiment des gros fans de la tech et qui aiment tout automatiser. Mais il y a aussi la version qui fonctionne très bien, c'est avoir, alors c'est une photo d'un produit qui se vend sur Amazon, secrétaire non inclus d'ailleurs, qui est super pratique. Et moi, par exemple, j'utilise ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis super technologique, mais pour ce qui est d'avoir une vision globale de l'année, de ce qui se passe sur l'année, je n'y arrive pas avec un truc digital. Je n'arrive pas à avoir cette vision globale. Donc, moi, je me suis mis un truc qui fait 2 mètres sur 1 mètre et j'ai tous les trucs dessus. Et ça fonctionne super bien. Et du coup, je rate rien. Bon. Donc là, à vous de choisir votre religion, entre guillemets, mais c'est super important de le faire. Ça. Voilà, calendrier de la demande, ça va vraiment vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre tarification en s'appuyant à la fois sur des données passées et futures. Et sur les événements, pour anticiper le futur, c'est super important. C'est-à-dire qu'il faut identifier les opportunités, bien évidemment, mais il faut identifier les risques également. Hein, c'est vraiment, vraiment super important. Un exemple concret, vous êtes en centre-ville et la mairie vous a annoncé qu'il va y avoir des gros travaux dans la rue qui arrivent chez vous. Mais c'est un énorme risque. Il se peut que en fait, ça fout en l'air votre commercialisation pendant une période. Donc, il va falloir l'anticiper. Voilà, voilà. Calendrier de la demande. À quoi ça va vous aider? Ça va vous aider déjà à planifier votre personnel si tant est que vous soyez un établissement qui ait une taille suffisamment critique pour en avoir. Puisqu'il est évident que s'il y a des gros pics de demande à venir, il va falloir être sûr que vous ayez votre équipe au complet. Et puis, à l'inverse, si vous savez qu'il y a des moments où vous allez être impacté par une grosse grève qui est prévue, vous allez peut-être pouvoir les mettre en vacances pour pouvoir pallier à ça. Ça va aussi vous permettre de gérer vos stocks de manière générale. Ça va vous permettre d'avoir une estimation de votre rentabilité future. Hein. C'est évident que si demain on nous annonce que Covid revient et qu'on ferme la planète entière une deuxième fois ou une troisième fois, je ne sais plus combien de fois ils nous l'ont fait, ça va être dur. Ça va vous permettre de pouvoir augmenter votre taux d'occupation et puis d'optimiser vos revenus de manière générale. Alors voilà un exemple de calendrier de la demande que vous pouvez faire. Hein. Encore une fois, c'est un modèle qui est téléchargeable sur The Hotel Club, où vous avez votre RevPAR, hein, qui est votre RevPAR prévisionnel. Vous regardez les demandes des années passées que vous mettez sur la troisième colonne, les événements qui peuvent avoir un impact, et puis la demande. Ça va vous permettre d'avoir une vision assez claire de ce à quoi vous pouvez vous attendre, étant donné qu'évidemment, ça n'est pas la vérité absolue. Il peut toujours y avoir une marge d'erreur dans ça.
Donc, les petites choses à retenir. Votre passé, c'est votre meilleur allié. Il y a souvent une question qui arrive quand je dis ça, c'est « Oui, mais moi, je suis en ouverture. Qu'est-ce que je fais ?» Des hypothèses, parce que vous n'avez pas le choix. Donc, au début, quand vous ouvrez, vous faites les hypothèses du mieux que vous pouvez, et puis vous faites une première saison. Et puis, avec cette première saison, vous allez valider ou infirmer les hypothèses, et puis ainsi de suite, vous allez pouvoir avancer. Les courbes de la demande, c'est obligatoire. Et ne me dites pas, j'ai qu'un seul gîte, ça ne sert à rien, je connais par cœur. Non, je suis sûr que vous ratez des choses, parce que même moi, j'en rate, alors que pourtant, ça a été mon métier pendant longtemps. Donc, faites-le, ce n'est pas compliqué à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça va vraiment vous donner une bonne vision. Puis vous allez voir, tiens, j'avais oublié qu'en fait, le week-end de Pâques, j'ai énormément de demandes, ou tiens, j'ai oublié que tel événement impacte, etc. Calendrier des risques et opportunités, faites-le de manière visuelle, faites ce qui vous convient, ne faites pas forcément ce que je vous ai conseillé, il y a peut-être une autre manière de le faire qui vous convient le mieux, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit visuel et que vous le regardiez au moins de manière hebdomadaire, ce qui se passe dans le futur pour vous adapter. Voilà, je viens de le dire de manière hebdo. Et puis, soyez attentifs et à l'écoute du monde, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas parce qu'on prévoit un truc sur l'année avec tous les événements, il se peut qu'il y ait quelque chose qui n'était pas prévu en début d'année qui arrive. Et donc, il faudra le prendre en considération, bien évidemment. Voilà, Frédéric, on peut faire une petite… je regarde le temps, il est 11h30. Allez, on a encore jusqu'à 11h45, je crois. Donc, on peut y aller. Okay. Allez, j'ai 8 questions, donc si on se donne 30 secondes par question, ça fait 4 minutes. La première, Christelle, est-ce que l'ancienneté ou le taux de fidélisation a un impact, une influence sur les tarifs? Énorme. Bien évidemment. Alors, tout le monde voudrait avoir le plus possible de clients fidèles. Il est évidemment plus difficile d'augmenter les prix pour une clientèle d'habitués que pour une nouvelle clientèle. C'est pour ça qu'il faut le faire avec des petites incrémentations plutôt que de passer du jour au lendemain à une grosse hausse de prix. Anaïs, sur le site, est-ce qu'il serait intéressant de capter dès l'entrée une question, est-ce que vous êtes un couple, une famille ou un client à faire, pour adapter ensuite le contenu du site, pour avoir un parcours client adapté sur son site? Excellente question. Oui et non. Alors, oui, mais attention de ne pas faire un truc où vous ayez 3 portes et une fois qu'ils sont dans une porte, ils n'ont plus accès aux autres. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux vous dire, mais ce qu'il ne faudrait pas faire, par exemple, c'est un écran où il y a une question êtes-vous un hôtelier non, pardon, un hôtelier. Êtes-vous, je sais pas, un couple, une famille à faire? Parce que dans ce cas, vous éliminez tout le reste. Donc, vous pouvez créer des parcours clients sur votre site Internet qui influent fortement vers où vont aller les gens sans être non plus restrictif. Mais oui, c'est absolument ce qu'il faut faire. Et en plus, je rajouterai une couche. Et donc, je ne sais pas si vous étiez au webinaire d'il y a 15 jours, mais il faut qu'il y ait tout un storytelling derrière avec tout ce qui va, l'authenticité, etc., etc. Je vous invite à revoir le webinaire d'il y a 15 jours. Oui, attention aussi, c'est parfois un défaut qu'on a sur les sites de destination de considérer qu'un client affaires sera toujours un client affaires. Il peut être affaires aujourd'hui et loisir demain. Exactement. Une question de Julie. Est-ce que la labellisation étoile ou épi, alors il faut faire la différence entre label et classement, c'est 2 choses différentes, ont un impact sur le tarif? Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que elle peut, puisque ça peut induire un coût supplémentaire pour vous, auquel cas il faut absolument le répercuter. Mais elle n'aura pas forcément, parce que je vous rappelle de ce que je vous ai dit au début, c'est la perception de vos clients qui compte. Et dans certains cas, ça ne change absolument pas la perception des clients. Dans certains cas, ça le change. Donc, ça va être à vous de mesurer ça. Ok. Alors, Philippe souhaite savoir si, un problème technique, quand on sélectionne, non, pardon, je repose la question. Comment sélectionner la clientèle quand on est en résa automatique? Par exemple, si on ne veut pas une clientèle à faire à une période où on veut réserver son logement à la clientèle de vacanciers. Alors, c'est une excellente question. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est remplir vos hébergements au bon prix pour vous, au bon moment pour vous. Donc, s'il se trouve que c'est une autre clientèle qui est venue remplacer celle que vous auriez espéré avoir, ça n'est pas grave. C'est à partir du moment où vous avez une offre adaptée, ça ne pose aucun souci. J'ai souvent entendu, et c'est particulièrement vrai avec les propriétaires de gîtes, « Ah, mais je veux choisir mes clients. » Très bien, mais ce n'est pas le même business. Si vous êtes là pour optimiser les revenus et que vous voulez le CV de chacune des personnes qui va venir séjourner chez vous, ça va être difficilement compatible. Ce que je suggère souvent, c'est on prend parce qu'on a besoin de prendre. Il est toujours possible pour nous derrière, en fonction de la durée qui se passe entre le moment où la réservation a été effectuée et le moment où la personne va venir séjourner,
d'annuler une réservation. Si vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est complètement fou, qui vous casse les pieds, il est toujours possible d'annuler sa réservation, de le rembourser s'il a prépayé et basta. Soyez sûr que ce soit bien inscrit dans vos conditions générales de vente, par ailleurs, pour vous protéger à plusieurs niveaux. Au niveau légal, parce que je vous rappelle que le refus de service, s'il n'est pas prévu dans les conditions générales de vente, peut être passible de prison. Donc, attention à ça. Et aussi pour vous protéger des mauvais coucheurs, puisqu'il y en a. Et je vous assure que ce n'est pas drôle quand vous en avez un dans les pattes. Ok. Alors, on a Isabelle qui souhaite donc ouvrir son gîte en hiver et se demande comment le différencier sur son site. Alors là, ça va être lié à votre offre. Alors, ça va énormément dépendre de où vous êtes, de ce que vous pouvez offrir, de votre zone de chalandise. Là, c'est un sujet entier. Il va falloir mettre un peu de jus de cerveau là-dedans. Il faut voir aussi si ça a un sens, parce que peut-être que vous êtes dans une région où il fait froid et où les coûts de chauffage l'hiver sont exorbitants et donc ça n'a pas de sens. Ça va dépendre de la capacité de votre gîte. Par exemple, le gîte de groupe, là, on est en train de faire plein de travaux avant la réouverture. C'est fini, moi, je ne fais plus chauffage inclus. C'est-à-dire que les gens qui voudront réserver l'hiver, pas de souci, mais ce sera au réel. C'est-à-dire que s'ils ont consommé 500 litres de fuel, pas de souci, ils paieront 500 litres de fuel. Ok. Florence nous demande si on doit répercuter la commission des OTA entièrement ou pas. Donc, elle gère une cabane de luxe. Comment répercuter donc la totalité de la tarification ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas développer, bien sûr. D'accord. En clair, si un OTA demande 15%, on majore de 15%. On se pose pas de Oui, questions. mais non, on demande plus, puisqu'en fait, il y a un coût d'opportunité. Je vous rappelle que quand une OTA comme Booking.com vous dit 15%, c'est 15% sur votre prix TTC. Or, vous refourguez la TVA à l'État. Donc, en fait, 15%, si vous faites le calcul correctement sur le TTC, ça devient 18%, parce que vous, il y a une partie qui va à l'État. Donc, par exemple, typiquement, moi, 18, ça fait 20, hein, parce que je suis très fort en mathématiques, donc j'augmente de 20%. Très bien. Alors, Karine, une question. Comment la clientèle perçoit-elle la hausse des prix en fonction d'un événement, par exemple lors du Tour de France? Mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude parce qu'ils prennent l'avion, parce qu'ils prennent le train, parce qu'ils prennent des tickets pour des spectacles, pour des matchs de foot, de rugby, etc. Et ils savent très bien que quand il y a un gros événement et que la demande augmente, les prix augmentent. De la même manière que quand il y a moins de blé qui est fauché en Ukraine, le prix des pâtes augmente. Les gens ne sont pas bêtes, hein, ils comprennent ces mécanismes-là. Et dans l'hôtellerie, ça ne pose de problème à personne. C'est juste qu'il va falloir faire attention de ne pas dépasser certains prix psychologiques en fonction de vos personas. Mais parfois, c'est pas grave parce qu'on accède à d'autres personas auxquels on n'avait pas pensé. Il faut juste s'assurer qu'on ait bien l'offre adaptée pour ne pas avoir des gens qui sont prêts à payer le prix parce qu'ils ont les moyens, mais qui vont être très déçus parce que l'offre derrière ne va pas correspondre à leur attente. Ok. Alors, une dernière question qui est arrivée d'Anaïs. Est-il toujours obligatoire de mettre dans les chambres les tarifs? Et si oui, comment on gère les changements de tarifs? Ah oui, alors en fait, quelque chose qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre les tarifs de manière granulaire. Vous pouvez mettre, par exemple, cet établissement, cette chambre, elle est à partir de. Aucun problème. Oui, c'est toujours obligatoire. L'idéal, c'est d'avoir un livret d'accueil bien fait. Vous avez votre site Internet aussi. Et encore une fois, à partir de, ça fonctionne très bien. Alors, j'avais plus de questions, mais j'en vois une d'Agnès qui vient d'arriver. Est-ce que accepter les chèques vacances permet d'attirer une clientèle différente? Alors ça, c'est une bonne question. Pour être tout à fait franc, je n'ai pas d'expérience avec les chèques vacances. Il faudrait faire une petite étude sur qui sont les personnes qui obtiennent les chèques vacances et qui les utilisent et savoir si ce groupe est un groupe intéressant à cibler. Là, je n'ai pas la réponse. D'accord. Pour info, Agnès, on prévoit un prochain webinaire avec l'ANCV sur l'utilisation du nouveau chèque vacances Connect et donc on leur posera la question. Ouais. Et tarif dans les chambres, attention, hein, ça ne s'applique pas aux hôtels. Hein. C'est pour chambres, je crois que c'est les chambres d'hôtes d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr que ce soit obligatoire pour les gîtes, il faudrait vérifier. Là, c'est une question que je m'en suspends. Pour les hôtels, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire. Pour les chambres d'hôtes, je sais que ça l'est. Pour les gîtes, je ne me souviens plus si ça l'est. Donc, il faudrait vérifier ça. Okay. Il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'on continue sur les questions ou on reprend le fil? Je note. Ce que je propose, c'est qu'on reprenne le fil de la tarification parce que c'est la dernière section. Et comme ça, après, on peut répondre à toutes les questions le plus possible. D'accord. Vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Hein, je les note et on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Cool. Alors, le coût versus la valeur. Donc, je sais qu'il n'y a pas que des messieurs qui nous regardent. Donc, certaines d'entre vous ont dû reconnaître la paire d'escarpins.
La valeur, c'est l'idée que vous vous faites du prix et du coût avant de le connaître. Alors, on va faire un petit sondage. Messieurs, la paire d'escarpins qu'il y a à droite sur l'écran, d'après vous, quel est son prix? Allez, donnez-moi un prix rapidement là dans le chat, qu'on rigole. Alors, 110, 500, 400, 150. Qui dit mieux? 600, 90, 300, 100. Ok, c'est génial. Donc, Louboutin cher, c'est bien, Antonia, vous avez reconnu. Ah oui, Louboutin, c'est cher. Alors, vous voyez que vous êtes tous avec des prix différents et ça va de 80 à 2000. Eh bien, ce que vous venez de me donner, c'est la valeur pour vous de cette paire d'escarpins. Donc, de la même manière que si je vous avais mis une photo d'une chambre et que je vous avais demandé quel est son prix à la nuitée, le prix que vous m'aurez mis ici, ça aurait été la valeur. Le prix, c'est l'étiquette. Donc, pour vous donner le prix, ces escarpins, parce que j'ai pris la photo sur Internet en faisant cette présentation, ils sont à 650 et quelques. Donc, vous voyez, pour ceux d'entre vous qui estiment que c'était 80 €, c'est parce que peut-être que vous ne connaissez pas la marque Louboutin, la valeur qu'il y a derrière, etc. Puis pour ceux qui sont prêts à payer 3000 balles pour une paire d'escarpins, c'est parce que vous estimez que Louboutin a encore plus d'aura et de valeur que ce qu'elle est réellement. C'est super important, cette petite démonstration, pour vous expliquer que la perception de valeur de vos personas n'a rien à voir avec la vôtre. Et on vient de le prouver puisque vous avez tous des prix totalement différents sur une paire d'escarpins qui, en soi, remplit exactement la même fonction que la paire de baskets Lidl que je vous ai mis à côté, c'est-à-dire couvrir ses pieds et les protéger quand on va marcher. Alors évidemment, après, vous allez me dire, mais non, il y a toute une partie symbole extérieur de richesse, etc., etc. Oui, mais la fonction de base est la même. Et c'est la même chose pour les hébergements. La fonction de base d'un hébergement, c'est d'avoir un lit avec un toit au-dessus de la tête, de ne pas se cailler le jonc et, si possible, d'avoir un petit... 14 € Lidl. Yes, Christelle. Vous savez qu'elles sont collector. Elles commencent à se vendre plus cher maintenant, les baskets Lidl. Comme elles sont en rupture de stock, elles commencent à se vendre plus cher sur eBay et les sites de revente. C'est assez drôle. Elles sont en train de rentrer dans la pop culture, ces baskets. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que énormément des hébergeurs que je connais mettent le prix par rapport à la valeur que eux perçoivent. Or, on s'en fout. Je suis désolé d'être assez cash avec vous. On s'en fout de ce que vous percevez parce que vous n'êtes pas votre client. Donc, concentrez-vous à essayer de comprendre la valeur que perçoivent vos personas. Parce que vous avez bien vu, là, sur tous les prix, donc 700, 2000, 3000, 1500, 500, 80, 100, etc., pour la même chose. Donc, il y a des gens qui, pour exactement le même gîte, la même chambre d'hôtel, la même chambre d'hôte, vont être prêts à mettre un spectre de prix, donc de valeur, qui n'a rien à voir. Donc, il faut absolument que vous vous plongez là-dedans. C'est vraiment, vraiment super important. Et il faut toujours, absolument toujours créer vos tarifs en fonction de la valeur perçue par vos personas. Pas par rapport à vous, pas par rapport à vos coûts. Vous fixez d'abord par rapport à la valeur et ensuite vous vérifiez évidemment que ça couvre vos coûts, que ça puisse permettre de vous verser un salaire, etc., etc. Dans une stratégie de tarification, on veut absolument un prix unique. On veut une tarification parfois par semaine, par week-end. On veut une tarification saisonnière. On veut une tarification en fonction du budget ou en fonction de la concurrence ou basée sur la durée du séjour. Et la grosse erreur que je vois souvent, c'est que les gens en choisissent une et puis c'est tout. Il y a des gens qui font prix unique, même prix toute l'année. Il y a des gens qui font juste en fonction de la saison. Alors oui, alors en juin, c'est ce prix-là, en septembre, c'est ce prix-là. Il y a des gens qui font juste en fonction de la concurrence. J'ai mon prix, à chaque fois que le concurrent il bouge, je bouge, etc. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle de l'open pricing, c'est-à-dire une tarification ouverte qui signifie que vous faites un mix un petit peu de toutes ces différentes stratégies et vous adaptez votre tarification par rapport à tous les critères dont on a parlé dans cette présentation aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment super important. Et bien sûr, la valeur avant tout. Et on va parler de stratégie promotionnelle 2 minutes, puisque à chaque fois que je parle de stratégie promotionnelle, les gens pensent tout de suite à rabais ou baisse de prix. Je rappelle que promouvoir, ça veut dire augmenter la perception de valeur. Baisser le prix peut être une technique pour le faire, mais ça n'est pas le seul. Et généralement, c'est même le dernier recours. Et je suis désolé, je commence à avoir très mal à la gorge. Je n'ai pas pensé à prendre un verre d'eau avec moi et j'ai un peu la crève. Mais on va essayer de survivre jusqu'à la fin. Donc, quand vous pensez à une période de plus faible demande et qu'il faut promouvoir, mettre en place une stratégie promotionnelle pour faire venir des réservations. Si vous pensez tout de suite à baisse et rabais, vous faites une erreur. Pensez d'abord à valeur.
comment est-ce que vous pouvez, en gardant le prix, augmenter la valeur et la perception de valeur. Ça peut parfois être des choses très simples. Ça peut être, par exemple, vous allez les surclasser systématiquement et automatiquement. Ça peut être que d'habitude, le petit déjeuner n'est pas compris et là, il va être compris dans le même prix parce que vous faites votre calcul. Le petit déjeuner, on va dire que par exemple, d'habitude, vous le facturez 18 €. Vous savez que votre coût matière première et le coût horaire fait en sorte que vous avez un coût au réel de la mise en place du petit déjeuner de 6 €. Bon, et offrir 6 €, c'est très intéressant puisque la perception de valeur qu'ils en ont, c'est 18. OK. Donc, quand vous pensez à vos stratégies promotionnelles, c'est pour ça que je vous ai mis, pensez à un deal, une affaire. Il faut qu'ils aient l'impression de faire une bonne affaire, un bon deal. FOMO, c'est un acronyme anglais pour Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité. C'est vraiment, vraiment super important. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les promotions de dernière minute. Si vous prenez l'avion, jamais vous ne payerez un billet d'avion moins cher la veille du vol. Jamais. Il n'y a que les hôteliers qui font ça. Il n'y a que l'hébergement touristique qui, je ne sais pas pourquoi, fait des promotions de dernière minute. Si la personne a besoin de réserver à la dernière minute, c'est qu'elle a un besoin fort de l'hébergement. Donc, il y a zéro raison, si elle a ce besoin fort, qu'elle paye moins cher. Ne faites jamais de promo juste pour faire comme la concurrence. Analysez pourquoi la concurrence le fait. Définissez si oui ou non ça vous impacte et auquel cas, vous pouvez mettre en place une stratégie promotionnelle en même temps. Mais ce qui vous a déclenché, ce n'est pas parce que la concurrence l'a fait, c'est parce que vous avez analysé la raison. Ne faites surtout pas des promos dans la panique. Pareil. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis vide le mois prochain. Oui, mais si vous connaissez votre cycle de réservation et qu'en fait, votre cycle de réservation il est d'une semaine, vous êtes vide le mois prochain, c'est normal. Pareil, les promos qui sont super vagues et super aguicheuses et qui détruisent votre image de marque, non. Les promos faites sur les OTA, niet. Les promotions, c'est que pour les gens qui achètent en direct. Les promotions qui ne sont pas planifiées, pareil, niet. Par contre, faire des early bird, oui. C'est-à-dire les gens qui réservent le plus longtemps à l'avance, ça c'est intéressant. Faire des stratégies promotionnelles pour encourager les gens à réserver plusieurs nuitées, oui. Faire des forfaits, oui. Faire des partenariats, oui. Des packages, oui. Ce genre de choses. Voilà pour les stratégies promotionnelles. Les erreurs classiques quand on fait une tarification, c'est souvent de vendre trop tôt, c'est de ne pas changer ses prix, bien évidemment. C'est de vendre trop tôt, trop bas, pardon, j'aurais dû préciser ça. C'est de mettre en place une tarification un peu selon l'intuition. Souvent, quand je pose la question au début des audits avec les hébergeurs, je fais alors, comment est-ce que vous avez mis en place votre stratégie commerciale? Bon, généralement, il n'y a pas de stratégie commerciale. Et vos prix? Mes prix sont relativement simples. J'ai regardé ce que faisaient les concurrents et puis j'ai décidé que je voulais être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, je me suis allé. Basta. Et ça, il ne faut pas faire ça. J'espère qu'à la fin de cette présentation aujourd'hui, vous aurez compris que ce n'est pas la bonne technique. Évidemment, vendre sur le principe du premier arrivé, premier servi, ce n'est pas forcément la bonne technique. Il faut afficher les prix différents en fonction des différents canaux de distribution. Vous n'avez pas les mêmes frais. Et puis, baisser les prix juste pour baisser les prix parce que vous avez paniqué. Pareil, pas une bonne idée. Allez, à retenir, puis après, on va aller dans les questions. Il faut vendre de la valeur, pas du prix. J'espère que cette petite démonstration avec les loups-boutins vous restera en tête et que je vous invite à regarder le chat et voir un petit peu tous les différents prix que vous avez mis. C'était assez impressionnant. Il faut adapter vos prix en fonction de tous les facteurs dont on a parlé aujourd'hui. Le pick-up report, alors j'en ai pas énormément parlé aujourd'hui, mais c'est super important, le pick-up report. S'il y a un seul truc que vous devez vraiment suivre au quotidien de manière hebdomadaire, c'est votre pick-up report. C'est ce petit rapport qui projette le taux d'occupation dans les jours, semaines et mois à venir. Donc, c'est ce rapport où vous pouvez voir, par exemple, notre sponsor Amenities, ils en ont un qui est complètement automatisé. Donc, tous les jours, vous pouvez le regarder et ça vous dit, voilà, à 20 jours, à plus 20 jours, vous êtes à 40% de taux d'occupation ou 20% que ça. C'est super important. Attention au piège des rabais. Préparez-vous et formez-vous. Aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, ça n'est pas suffisant pour vous dire, quand vous sortez de ce webinaire, ça y est, je suis armé pour faire ma stratégie de tarification. J'ai essayé de vous donner des choses qui sont très concrètes et qui peuvent vraiment vous aider. Parce que je sais qu'il y en a qui seront trop feignants pour aller voir toute la formation e-learning sur le revenu management sur Ziotech Club, mais ça n'est pas suffisant. Donc, formez-vous, préparez-vous, échangez, et ça va vous permettre de solidifier d'abord votre confiance en vous sur vos prix, et puis aussi toute cette petite partie technique qu'il faut connaître pour aller de l'avant. Voilà, on a eu le temps pour les questions? Allez, OK, il y en a encore beaucoup. Alors, et des très intéressantes toujours. Merci. Hélène demande, est-ce que quand on a un plus, comme par exemple une piscine, ça peut justifier une augmentation significative du prix? Oui, surtout en gîte.
Ah bah, la différence de prix entre un gîte sans piscine et avec piscine, et de toute façon, je vous invite à regarder. Faites une recherche dans une région donnée pour des gîtes et regardez pour la même semaine, à même capacité et à offre équivalente en termes de confort, un gîte avec et sans piscine, vous verrez la différence de prix. Sur une semaine, la différence de prix elle peut être de 600 à 700 euros, facile. La perception de valeur, et c'est dingue en plus parce que la piscine, la perception de valeur est très forte chez les familles, alors qu'en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne l'utilisent pas tant que ça. Je sais, je suis en train d'en faire une dans le gîte de groupe, justement, et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que tout le monde nous la demande. Or, je sais statistiquement qu'ils vont peu l'utiliser, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc, on disait qu'il fallait s'occuper de la perception des clients. Alors, Luc nous dit comment prendre en compte les réactions des clients. Et une remarque d'ailleurs associée à ça d'Adeline, qui demande quand, dans un commentaire client, le client juge que le rapport qualité-prix est trop élevé, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre ou est-ce que c'est parce que tous les clients trouvent que c'est toujours trop cher de toute façon? Non, alors non, c'est une très bonne question. Il y a des tendances qui se dessinent. Si c'est un one-off parce que c'est un râleur et un grippe-sous, ne le prenez pas en considération. Si vous avez souvent et de manière récurrente ce type de commentaires, vous êtes peut-être pour cette cible, pour ces personnes-là, au-dessus ou très proche du prix psychologique maximum qu'ils sont prêts à payer. C'est rare. Très souvent, c'est plutôt l'inverse. Très souvent, on a plutôt des gens qui vous disent « Ah, c'était vraiment génial chez vous, et puis c'était une bonne affaire, etc. » Moi, Dieu sait combien de fois j'ai entendu ça. Il m'a fallu longtemps pour que je change de paradigme et que je me dise « Putain, si les gens me disent que c'était un bon deal, c'est que c'était un trop bon deal, sinon ils ne me le diraient pas. » Donc, je commence à augmenter les prix. Mais ça demande une petite gymnastique intellectuelle de s'habituer quand on écoute. Mais si c'est un commentaire, non. Si c'est une tendance de fond, oui. OK. Ensuite, une question d'Amélie. Avec les commissions des OTA, si on marche donc en fonction de la commission, on risque de se retrouver non compétitif. Non. C'est pas une crainte. Non, non, testez-le, vous verrez. Mais je sais que c'est une peur, mais c'est une peur, elle est très liée à l'émotionnel, de voir son taux d'occupation diminuer, etc. Je le comprends. Sachez que sur les OTA, il y a l'effet billboard. À peu près 55% des gens qui vont sur les OTA vont chercher votre site Internet en direct. C'est le flux qui nous intéresse le plus. Et vous verrez que très souvent, non, puisque de toute façon, ce n'est pas parce que vous êtes plus cher que vos concurrents qu'il y aura moins de demandes, parfois même l'inverse. Testez-le, vous serez surpris. Et tu disais que les meilleurs tarifs, les bons plans, c'était à réserver sur son propre site pour les ventes en direct et pas sur les OTA. Qu'en Obligatoire. est-il, demande Christelle, par exemple, de Airbnb qui nous met en avant quand on fait une promo? Ah, le piège. Alors, posez-vous la question de pourquoi ils le font. Ce n'est pas pour votre bien. Quand une OTA fait comme Booking Genius, etc., un programme promotionnel, elle ne le fait pas pour vos beaux yeux, même s'ils sont certainement très beaux, je ne m'en doute pas. Elle le fait parce qu'elle veut fidéliser l'utilisation de sa plateforme. Et alors, Genius, pour le coup, pour l'avoir beaucoup testé, Genius, il faut en sortir si vous êtes dedans. Ça n'apporte rien de plus, à part plus de commissions. Et vous verrez que vous n'êtes pas forcément mieux classé. Vous pouvez faire le test. Vous allez dans Booking, vous tapez une destination. Vous verrez qu'il y a des hôtels qui ne sont pas de Genius, qui sont mieux classés que des hôtels qui sont de Genius, hôtels à hébergement, alors qu'ils vous disent que si vous êtes Genius, vous serez mieux classé, etc. C'est un peu à n'y rien y comprendre parfois. Pareil, il y a des établissements qui sont beaucoup mieux notés que d'autres qui vont être classés de manière inférieure. Enfin bref. Donc, testez. Chaque établissement est unique, chaque situation est unique. Testez. Il y a des choses qui fonctionnent pour certains et d'autres pas. Mais ce qu'il faut, c'est quand vous testez, mettez un programme d'analyse en place pour ne pas juste mettre de l'argent dans les choses et ne pas être capable d'analyser si oui ou non vous avez un retour sur investissement pour pouvoir derrière vous adapter. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas une question dans ce webinaire, mais on nous a fait remonter plusieurs fois une attitude de Booking qui a tendance à contacter des hôtels pour leur dire on est assez proche de la date et vous avez beaucoup de dispo, plutôt que de baisser votre tarif, augmenter d'un point la commission et on vous affiche en tête des résultats et vous vendez vos chambres plutôt que de les laisser vides ou de faire un tarif cassé. Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'à ce compte-là, le risque, c'est que il le fasse En fait, c'est toujours la même chose. Que cherche Booking? Booking cherche à obtenir des réservations via Booking. Donc, il met en place un mécanisme pour le faire. Vous, ce que vous cherchez, c'est avoir le plus de réservations directes. Donc, parfois, certains de ces mécanismes peuvent favoriser la réservation directe, souvent non. Donc, il faut tout simplement faire l'analyse de tout ce qu'ils vous proposent. Alors, une question d'Anaïs, le prix de dernière minute peut-il déclencher un achat sans risquer de passer à côté d'une offre plein tarif? Non. Alors,
Un tout petit, 90% non et 10% oui. Ça dépend de vos cibles. Oui, il peut y avoir du dernière minute qui va se déclencher à cause d'un tarif. Mais ce ne sera jamais par rapport à un tarif précédent, puisque quand c'est du dernière minute, ils n'ont pas la visibilité de quel était votre tarif avant. Donc, en fait, c'est votre tarif à l'instant T qu'ils vont regarder et est-ce que ça rentre dans leur budget ou pas. Donc, baisser votre tarif n'est pas forcément la solution. Être dans le bon tarif, dans le bon prix psychologique de la valeur perçue par votre persona l'est. Il est fort possible que quand vous fassiez ce genre de casser les prix, de cassage de prix, entre guillemets, vous attirez des personas qui sont en dessous de ce que vous auriez attiré d'habitude en termes de revenus. Et c'est un gros risque sur votre e-réputation parce que les gens qui font un effort sur leur budget pour se payer une expérience que d'habitude, ils n'ont pas les moyens de se payer, deviennent très exigeants et très casse-pieds, alors que les gens pour lesquels c'est habituel sont beaucoup moins regardants. Donc, vous risquez d'avoir des clients qui sont beaucoup plus pénibles et qui veulent être traités comme des princes et des princesses, alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens, mais comme il y a eu cette offre à prix cassé, ils en profitent. Donc, ça peut être un piège. Hein. Ok. Alors, Jacques nous demande, donc, il gère un gîte solidaire avec des discussions, comment faire passer les tarifs différents à une même période. Alors, et d'une manière générale, en fait, quand on a des clients avec qui on discute, et si la discussion vient sur le prix, est-ce qu'il faut être ouvert ou pas? Alors là, j'avoue, ignorer votre business model. Je ne connais pas le monde du gîte solidaire, je ne connais pas son fonctionnement. Ce serait intéressant qu'on échange en off là-dessus. Je ne connais pas du tout, donc je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas un modèle que je connais. Désolé. Bien. Et pour d'autres types d'hébergements, est-ce qu'on a intérêt à s'ouvrir à la discussion? En fait, le client, il réserve via un canal de distribution à un autre. Ça ne pose aucun problème qu'il y ait des prix différents sur différents canaux de distribution. Ça ne pose pas de souci. Il va toujours chercher le meilleur deal. Il faut faire en sorte que le meilleur deal il soit en direct. Et après, si vous avez des questions sur vos tarifs, il suffit d'y répondre. Il faut être comme d'habitude. En tout cas, moi, c'est mon caractère, le plus transparent possible et le plus honnête possible. La personne, elle vous demande pourquoi c'est beaucoup plus cher en août qu'en novembre. Mon petit monsieur, c'est parce qu'en août, il fait beau, les gens se mettent en maillot et en hiver, chez moi, ça caille. Et donc, il y a moins de demandes. Et puis, basta, c'est tout. Alors, y a-t-il le pick-up, y a-t-il des outils en ligne pour le gérer? Demande Nadia. Oui, donc typiquement notre sponsor Amenities, c'est une fonctionnalité qui est intégrée. Généralement, ça va être dans le PMS. Tous les PMS ne le font pas, ce qui est bien dommage parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour le revenu management. Les PMS qui sont orientés revenu management, comme c'est le cas d'Amenities, ils ont d'ailleurs sorti un nouveau truc qui s'appelle Smart Pricing, qui est génial. Smart Pricing, alors juste, je fais la parenthèse parce que c'est un truc, si j'avais eu ça à l'époque quand je gérais mon hôtel, j'aurais adoré. Ils ont mis en place une fonctionnalité où vous prenez vos 3 concurrents que vous choisissez, vous mettez les liens booking de ces concurrents, les 3, et vous pouvez espionner leur prix directement depuis Amenities sans avoir à aller sur les fiches booking tous les jours, etc. C'est génial. Donc, oui, certains PMS le font. Hein. Allez, on verra qu'encore quelques autres questions. Une question de Julie, faut-il augmenter ses prix tous les ans? Il faut… C'est marrant comme question, ça. Alors, la fréquence de réétude de vos prix doit être plus rapprochée que tous les ans. Hein. Alors, je sais que je pense que vous avez un gîte, c'est pour ça que vous me posez des questions. Oui, évidemment, à chaque saison, il faut remettre en cause son pricing. Mais il ne faut pas attendre en fait la fin d'une saison. Vous pouvez très bien faire varier vos prix et augmenter vos prix en cours d'année. Donc, au minimum une fois par an, hein, c'est comme la douche, au minimum une fois par an, mais l'idéal, c'est tous les jours, bien évidemment. Ça va dépendre après de votre hébergement. Pour un gîte, ça ne sert à rien de le faire tous les jours. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive en termes d'événements, etc., remettre en question un petit peu votre pricing, c'est intéressant. Ok, donc Anaïs demande si en tant qu'hôtelière, elle a le droit de se mettre sur Airbnb. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas si on va y répondre aujourd'hui parce qu'on a peu de temps, on est sur les tarifs, mais du coup, je pense qu'on va faire un webinaire spécifique aux ETA. Sur les Alors, j'ai une grosse problématique du coup, Frédéric, c'est que j'ai un rendez-vous juste derrière. Je suis déjà en retard parce que il va falloir. Ce que je vous propose, puisque clairement, le sujet passionne. Si Frédéric, tu es d'accord, c'est qu'on se prévoit pas un webinaire, mais une séance questions-réponses seulement, où tout le monde vient avec ses questions-réponses et où je passe du temps à répondre à toutes les questions pour que tout le monde se sente bien accompagné et qu'il n'y ait pas des gens perdus. J'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un était vraiment perdu par rapport à son gîte pour l'ouverture l'hiver. Donc, on prend une séance et dans ce cas, on fait vraiment juste du pur question-réponse. Si ça convient à tout le monde, c'est quelque chose qu'on peut organiser. Frédéric, ce que je propose, c'est qu'on en parle en off parce que je vais en parler un
Tout à fait. avec l'équipe. Je pense que ça va énormément intéresser des personnes qui sont dans la communauté Ziotech Club, et auquel cas, c'est peut-être quelque chose que nous, on va host avec Ziotech Club plutôt qu'avec l'Occitanie. Mais on ferait quelque chose joint, parce que vu le nombre de questions et l'intérêt qu'il y a sur le sujet, je pense que ça vaut le coup d'élargir le plus possible. Et puis, Bon, auquel cas, s'il faut qu'on se prenne 2 heures, on se prend 2 heures. Je me prendrai quelque chose pour la gorge et puis on passe vraiment tout en revue. d'accord. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il est 11h57, on va être obligé de s'arrêter là. Et il y a plein d'autres questions qui arrivent. Je les lis, elles sont toutes intéressantes. Désolé de ne pas pouvoir continuer plus longtemps, mais on va effectivement l'organiser. Alors, je vais réfléchir au mode d'organisation. Peut-être qu'il faudra que vous nous envoyiez vos questions avant pour qu'on les regroupe et qu'on ne passe pas trop de temps et que ce soit organisé et mis un Ouais. petit peu dans l'ordre. Et ben, ce qu'on peut faire nous, de notre côté, c'est faire un petit questionnaire où les gens mettent toutes leurs questions préalablement, que j'ai le temps de les préparer parce que ça va demander un petit peu de temps. Il y a des questions qui ne sont pas forcément évidentes et qu'on diffuse. Et puis comme ça, après, moi, je passe le questionnaire en revue et on répond à toutes les questions. Tout à fait. On fera ça. Bon, encore désolé Top. de devoir limiter le temps. On est ensemble depuis 1h30, c'est déjà pas mal. On a vu pas mal de sujets. Voilà, juste pour terminer, je voulais vous annoncer le prochain webinaire qui sera avec Google Atelier Numérique le 16 février sur le parcours client dans le secteur du tourisme. Donc, par où passe un client, en gros, avant d'arriver sur votre site. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Il n'y a pas de quoi. Merci à tous. Et puis, je vous rappelle qu'on va vous envoyer la présentation pour que vous puissiez la voir. Il y aura le replay que Frédéric va communiquer avec vous. Et puis, on va communiquer avec Frédéric pour vous accompagner un petit peu plus sur cette partie-là. Voilà, je vous remets dans le chat le lien vers le site du CRT pour accéder au replay qui sera en ligne à partir de lundi. Merci à tous pour votre très active participation. Merci Marc-Antoine. À bientôt. Je t'en prie. À très vite, Frédéric. Au revoir. Ciao.